Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? Cool, parfait. Donc, merci d'être présent à ce petit talk de 20 minutes en français. Hein, ça fait peut-être un peu du bien. Donc, il sera un talk un peu moins tech, mais qui sera l'occasion, j'espère, de vous partager certaines choses quand même assez concrètes sur l'impact environnemental du numérique et de nos apps en particulier. Et est-ce que nous, en tant que développeurs mobiles, on peut faire quelque chose pour améliorer ça? Donc, je vous partage ma presse. J'ai qu'un seul écran, donc je verrai pas le chat et j'enchaînerai directement sur les questions. Donc, je prendrai vos remarques à la fin. Et c'est parti pour 20 minutes. Top, Inception, et voilà. Donc, très rapidement, je m'appelle Gabriel Adjeg, je suis développeur Android depuis maintenant quasiment 8 ans et à Octo Technologies depuis 5 ans. Donc, une boîte pour laquelle j'ai eu la chance de travailler sur des projets comme Le Monde, Mythique, et plus récemment la SNCF et France Télévisions. Et c'est cette dernière expérience chez France Télévisions qui m'emmène à vous parler d'un sujet que je ne connaissais que très peu jusqu'à présent, c'est le développement durable sur mobile. Alors, très rapidement, dans quel contexte on se situe? Il faut savoir que l'impact environnemental du numérique, c'est quelque chose de réel. On a quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2020, c'est issu du numérique, donc c'est pas anodin. Si on fait rien, dans 5 ans, on sera au même niveau que le trafic automobile mondial en termes de pollution, donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Nos chers smartphones, il faut savoir qu'avant même qu'on les utilise, ils vont déjà produire 90% des émissions totales de CO2 durant leur cycle de vie. Ça veut dire que c'est vraiment ça qui coûte le plus pour la planète, c'est la production d'un smartphone. Et qu'en plus, quand on recycle, idéalement, on le fait légalement, on le fait loin, en Chine, en Inde, en Afrique. Comme ça, loin des yeux, loin du cœur, on s'en rend pas compte. Une autre donnée, quand même, le streaming vidéo, on adore les séries, le porno, les vidéos de chats, tout le monde regarde ça, on adore, mais 300 millions de tonnes de CO2, quand même, ça fait l'équivalent d'un pays comme l'Espagne, c'est quand même plutôt pas mal. À côté de ça, en général, il y a des initiatives individuelles qui sont prises d'un point de vue en dehors du numérique. On connaît depuis longtemps, on fait attention à gérer sa consommation d'eau, bien manger. Là, c'est des exemples donnés par la WWF. Mais on peut se poser la question, d'un point de vue général, est-ce que ça a vraiment un intérêt de prendre ces initiatives individuelles ou c'est plutôt pour se donner bonne conscience? Eh bien, sur le simple calcul des émissions de gaz à effet de serre, il y a un cabinet qui s'appelle Carbone 4 qui a fait une étude et qui a montré que certaines des actions étaient vraiment impactantes, bien plus que symboliques, mais c'est pas toutes les actions. Par exemple, le fait de passer d'un régime de viandard à un régime végétarien, ça fait baisser 10% de sa propre empreinte carbone. Donc oui, certaines actions ont un effet. Et encore une fois, on peut se poser la question de la part de l'individu versus la part du groupe. Et ce même cabinet nous dit que pour les émissions de gaz à effet de serre, la part de l'individu est plus faible, certes, mais elle est quand même à 25% de la part globale dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on voit ces deux données, le numérique, ça a un impact réel sur l'environnement, alors qu'on parle de dématérialisation, on parle de cloud, on parle d'intelligence artificielle, mais non, c'est bien réel l'impact que ça a sur l'environnement. À côté de ça, il y a certaines initiatives qui ne sont pas du tout négligeables individuellement. Et donc là, on se retrouve, nous, développeurs mobiles, et à se dire, est-ce que on peut, à notre manière, prendre des initiatives qui vont avoir un impact positif pour l'environnement, et sachant qu'on fournit en plus des services qui sont utilisés des fois par des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs. Donc pour ça, il faut qu'on rentre un peu plus en détail sur l'impact environnemental du numérique. Et en détail, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a notamment Green IT qui a fait une étude en prenant tous les indicateurs environnementaux globaux. En général, le plus connu, c'est le réchauffement climatique, donc qui est l'effet des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi la consommation d'eau, l'épuisement des ressources limitées, la consommation d'électricité. Et pour chacun de ces indicateurs, ils ont essayé de voir, quand on découpe le numérique en 3 tiers, quel est le tiers qui a le plus d'impact. Et en général, on le recoupe d'un côté les équipements utilisateurs, smartphones, tablettes, laptops, PC, de l'autre, tout ce qui a trait au réseau, et enfin les data centers. Et je ne sais pas si vous connaissez la réponse, mais je vous laisse vous faire répondre dans vos têtes. D'après vous, lequel de ces 3 tiers est le plus néfaste pour la planète? Attention, le suspense est à son comble. Eh bien, unanimement, ce sont les équipements qui, pour chacun des indicateurs, sont les plus néfastes pour l'environnement. On pourrait penser que c'est ces grosses fermes de data centers, mais non, pas du tout. Ce sont les équipements. Dans une moindre mesure, les réseaux, et encore après, les data centers. Donc là, on a cette donnée-là, et on se dit, sur quel levier, nous, développeurs mobiles, on peut essayer d'avoir un impact?
Eh ben, la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de permettre au device d'être utilisé plus longtemps. Dans une moindre mesure, ce serait de réduire le volume de données échangées sur le réseau. Alors, je suis désolé, j'ai un petit peu soif. Voilà, merci pour cette pause. Et on peut se poser la question donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre au device d'être utilisé plus longtemps? Et pour ça, on va se poser la question, pourquoi on achète un nouveau smartphone? Là, vous avez un Pixel 4, il y en a plein d'autres qui sont trop bien, mais pourquoi on les achète finalement? Ben, la première raison, comment il est trop stylé ce smartphone! Ouah, je l'aime trop, il y a des fonds d'écran magnifiques, il est tout su à votre toucher, oh, c'est trop bien. Voilà, ça c'est une première raison indéniable, clairement. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est mon précédent téléphone, il galère de ouf. Toutes les apps mettent 3 ans à se lancer. Je clique sur un bouton, il se passe rien. J'ai le temps de commenter 12 pizzas et hop, toujours rien passé. L'autre fait, c'est que la batterie est morte au bout de 3 heures. C'est pas possible. Je vois 100%, en fait, je peux pas m'en servir. Oui, il faut savoir qu'une batterie, au bout de 500 cycles total de charge-décharge, ben, elle perd en moyenne 30 à 40% de sa capacité. Donc ça, c'est un fait. Et enfin, mais je peux même plus utiliser mes apps préférées. Alors, à quoi ça sert d'avoir un smartphone? Rendez-moi un téléphone avec des touches, ce sera bien mieux. Alors, au risque de vous décevoir, ce ne sera pas un talk philosophique sur à quel point nos objets nous définissent et un beau Pixel 4 fera de moi quelqu'un de beau et séduisant. Non, la première chose qu'on va voir, c'est sur quel rôle on peut avoir un rôle à jouer, c'est je ne peux plus utiliser mes apps. Et là, je vais vous partager le jour de ma prise de conscience, après quasiment 8 ans de dev Android, bah, mieux vaut tard que jamais, mais c'était fin d'année dernière, en regardant les avis sur le store de France Télévisions, pour lequel j'étais encore développeur à l'époque. On a eu un avis d'un monsieur qui s'appelle le Lotharingien, un nom très critiquable, hein, mais bon, c'est pas le cas, qui nous met 5 étoiles, donc ça fait toujours plaisir, on se dit, oh, on est trop fort, et qui nous met un commentaire, voilà une application comme je les aime, elle fonctionne très bien sur mon matériel, Tab 2 vieille de 7 ans maintenant, les développeurs peuvent donner des leçons à l'autre. Alors, merci le Lotharingien. Déjà, désolé pour ce choix de nom très critiquable, mais encore une fois, merci. Mais dans la foulée, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet avis? Donc ça fait toujours plaisir, mais on a quand même une app qui est en prod depuis 3 ans, sur laquelle on continue de travailler, donc a priori pas du code d'il y a 7 ans. On n'a pas d'effort plus que ça pour optimiser pour les Galaxy, pour les tablettes d'il y a 7 ans. Il n'y a pas de if tablette de 7 ans, Zen marche, non, c'est pas ça dans notre code. On a un projet qui est plutôt à l'état de l'art. Donc, comme tout le monde, un code source quasiment full Kotlin à 90%. Avant, il y avait du AX. Maintenant, on essaie de décommissionner pour passer vers entièrement Jetpack, Vue modèle. On a du Room, on a des coroutines. D'un point de vue UI, pardon, on a Android X, on a des Material Components, les Constant Layout, les ViewPager 2. Donc, a priori, du code assez éloigné du code il y a 7 ans. Mais alors, dis-moi, Jamie, quelles sont donc les leçons qu'on pourrait donner? Eh oui, Jamie, France 3, France Télévisions, la suite dans les idées. Eh bien, finalement, les seules leçons qu'on pourrait donner, c'est que à France Télévisions, c'est un groupe qui sont investis d'une mission de service public. Et je peux le dire encore plus facilement que je ne suis plus dans le groupe et que ma boîte c'est Oxo, c'est pas France Télévisions. Donc, c'est tout à leur honneur. Et que dès le début, on a un PO qui porte le message d'être présent sur le plus de devices possible. Et pour nous, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le min SDK de l'application, c'est 16, soit le maximum du min SDK de nos dépendances. Et comme comme on est la vidéo, on a un player qui, lui, nécessite le minimum SDK 16, ce qui fait qu'on a un minimum SDK 16. Donc concrètement, avant presque chaque release, hein, des fois on se foire complètement, mais on essaie de tester sur des vieux devices, voire sur des vieux émulateurs. Vous voyez ce magnifique Nexus, si rétro et pourtant si utile. Et on vérifie déjà que l'app ne crache pas, c'est quand même le moindre mal. Et enfin, que le contenu est bien scrollable si nécessaire, parce qu'en général, on oublie que ces devices-là ont des capacités de présentation moindres. Et d'ailleurs, hier, on parlait de flow pendant le talk sur le constraint layout. Vous voyez que même les flows, les virtual layouts, ils fonctionnent bien sur des très vieux devices Android, donc c'est pas un sujet. En gros, dans le code, la seule chose qu'on a à faire, en plus, c'est de continuer de gérer l'état cliqué avec des sélecteurs pour avant Lollipop et en plus du Ripple. Donc, je sais la question que vous allez me poser et je vous réponds direct. Bien sûr, c'est chiant, mais en fait, ça passe, c'est pas ouf. Alors, puisque ça passe chez nous, finalement, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Voilà la répartition qu'on voit des versions d'Android quand on ouvre un projet Android. Ça, je l'ai fait récemment, donc a priori, c'est la version la plus à jour au monde, hein, c'est pas celle en France, mais quand même, on voit qu'une grosse moitié des devices sont sur les 3 dernières versions d'Android, mais il y a quand même plein de versions d'Android qui sont encore dans la nature, et pour certaines qui ne sont pas gérées par nos applications. Alors qu'en fait, il y a un travail comme énorme fait par Google pour que Android X, qui soit la seule librairie dont on a tous besoin, soit MinSDK 14, donc quasiment 100% des Android au monde, ce qui est énorme.
En effet, chaque projet a des fois des dépendances fonctionnelles nécessaires. Je vous l'ai dit, à France Télévisions, c'est une dépendance vidéo qui nous oblige d'avoir un minimum SDK 16, mais il y a certains projets sur lesquels j'ai travaillé où il n'y avait même aucune dépendance qui nécessitait d'avoir un plus haut niveau de SDK. Et encore une fois, je ne veux pas faire passer un mauvais message, je ne dis pas que c'est pas bien les nouvelles versions d'Android, notamment d'un point de vue sécurité, en plus d'apporter des améliorations, elles corrigent des failles qui sont très importantes, mais pourquoi nous, ça nous arrive de ne pas devoir, de base, gérer l'intégralité des smartphones? Et là, c'est là que je vais en revenir à la première réflexion de ce, de ce talk. Comment elle est trop stylée cette librairie! Et oui, c'est un petit message sur la face cachée de la hype. Alors, je vais prendre l'exemple de la Declarative UI. Je ne veux pas vraiment m'attaquer massivement à ça, mais c'est, je pense, l'exemple le plus contemporain et qui se prête bien à cette réflexion. Et encore une fois, j'ai absolument rien contre les gens qui font ces librairies et elles sont canons. C'est pas du tout là le sujet. Ce que je veux juste vous dire, c'est que quand on va sur le site Android Developer, qu'est-ce qu'on voit? Jetpack Compose, Android Modern Toolkit for Building Native UI. Sur Apple, c'est encore mieux. Swift UI, Better Apps, Less Code. Donc, en tant que développeur, qui de nous ne voudrait pas avoir du code plus moderne? Qui ne voudrait pas avoir de meilleures applications? Qui ne voudrait pas produire moins de code? Évidemment, personne. On est tous tentés d'utiliser ces librairies. Seulement voilà, ce qu'on voit un peu moins, il faut lire les CGU, c'est que Jetpack Compose, c'est minimum SDK 21 et SwiftUI, c'est iOS 13 ou plus. Donc finalement, de passer de 14 à 21, bon, plus 7, c'est pas fou. Mais oui, mais en fait, il y a des sites qui nous permettent de connaître le nombre, le nombre total de devices Android en France et la répartition des versions d'Android. Et un bête calcul qui vous prend 10 minutes vous montre que en France, c'est 560 000 devices qui sont laissés pour compte, qui ont des versions d'Android inférieures à 21. Et Apple, alors chez Apple, on fait les choses bien, vous connaissez la marque. 2 800 000 devices, on ne se fait pas chier avec les centaines de millions, on passe directement au million. 2 800 000 devices, net, précis, efficace. Donc, ce que je veux juste vous dire, c'est que, évidemment, sur iOS, aucun product owner, aucun product manager ne va vous écouter en vous disant « Ouais, il faut suivre UI, allez, viens, on passe à iOS 13 et on se prive d'un tiers des gens. » Bien sûr, ce message n'est pas possible. Mais sur Android, 560 000 devices sur les 27,7 millions de devices en France, ben là, il commence à y avoir un arbitrage. Et ce que je veux voir avec vous, c'est est-ce qu'on ne peut pas empêcher ce procédé qui fait qu'on fait de la veille, on assiste à des confs, notamment celle d'hier, qui nous a sûrement très motivé à tester la Declarative UI et Jetpack Compose. On essaye, et évidemment, quand on essaye, on est séduit, parce que, encore une fois, ces librairies sont canons, et il y a pas de sujet dessus, c'est vraiment pas ça le sujet. Mais par contre, dans la foulée, on va aller voir notre product owner, notre product manager, et alors qu'ils n'ont absolument rien demandé, mais vraiment rien, ils s'en fichent complètement des versions d'Android, on va leur dire, ben, tu vois, si on passe à MinSDK 21, on va pouvoir mettre une librairie, on va développer plus vite, on va faire moins de bugs, ce sera plus maintenable. En plus, on pourra mettre ça sur notre site pour engager des talents, dire non, on fait de la déclarative UI et tout ça. Donc, évidemment, ça peut être tentant. On va pouvoir même essayer d'appuyer ces propos en disant, tu sais, quand on regarde sur le Play Store, nous, quasiment tous nos utilisateurs, ils ont une dernière version d'Android, donc ça ne nous concerne pas trop, les pré-21. Et en plus, en étant un peu cynique, bah, finalement, avant 21, c'est quand même les pauvres. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Et dans ce cas-là, ben, finalement, les product owners, ils nous font confiance. Ce sont nous les experts, donc ils vont dire, bon, ben, si tu penses, pourquoi pas? On va mettre ça en prod, on pourra toujours être assez cynique et dire, mais tu sais, il y aura toujours l'ancienne version qui est disponible, ils y auront accès. Oui, mais voilà, évidemment, au bout de 6 mois, 1 an, voire moins, ben, il y a une montée de version des API et on pourra dire, ah, ben, mince, ben, désolé, ben, l'ancienne version de l'app, elle est KO. Et là, on pourrait hypothétiquement avoir ce message de notre ami le lotharingien, hein, le lotharingien qui nous dirait, dès que je lance l'application, j'ai un message de service, un message d'erreur, bande de connards, moi qui vous ai des compliments, et qui consisterait en fameux jeter de device. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que chaque montée de version de MinSDK participe à sa manière à l'impact environnemental du numérique. Et ce serait une hérésie de vous dire de ne pas faire de veille. Et clairement, c'est pas du tout ça mon message. Et ce serait vraiment, c'est vraiment pas du tout ce que je veux vous dire. Mais c'est que faire de la veille et essayer ces librairies-là, bien sûr, c'est une chose. Mais quand ces librairies nous demandent de mettre sur le carreau un demi-million de devices Android en France, et ben là, est-ce qu'on pourrait pas prendre un peu de recul et dire, ben, cette bonne vieille développeur expérience, est-ce que finalement, on en a tant besoin que ça et on peut pas attendre que peut-être seulement 100 000 ou 50 000 devices Android soient mis sur le carreau.
Et donc, cette étape-là, qui consiste à porter l'inception auprès du fonctionnel, est-ce qu'on a vraiment envie d'être ces gens-là qui portent ce message-là? Donc voilà, le premier message sur lequel j'aimerais, et si finalement vous ne retenez que de ça de Stalk, à chaque fois que vous passez un mini SDK de seulement un truc, allez faire le calcul et voyez combien de devices vous mettez sur le carreau. Alors, dans un deuxième temps, je vous parlais tout à l'heure, mon téléphone galère de ouf et la batterie est morte au bout de 3 heures. On se rend compte que pour ces deux choses, mais aussi pour, dans une moindre mesure, réduire le volume des données échangées sur le réseau, ben, il y a un procédé à mettre en place, déjà mesuré, parce que sans mesure, on navigue à l'aveugle, et enfin, faire évoluer les apps. Et là, on a 20 minutes, il ne reste plus que 5 minutes, donc je ne vais pas trop vous donner de détails pour savoir comment faire évoluer les apps, mais je vais vous dire en quoi c'est important cette mesure. Et par exemple, à droite, je vous donne l'exemple de l'application Citymapper, très bien gaulée, que j'utilise très souvent, enfin, que j'utilisais très souvent. Imaginons que Android Maker, je suis un peu nostalgique, se tienne toujours à Montrouge et que j'ai voulu, j'adore les trucs en U, marcher à pied jusque là-bas. Ben, Citymapper me dit que c'est 7,3 km, que 7,3 km, c'est 390 calories. Mais comme je suis un peu teubé, je ne sais pas ce que c'est 390 calories. Alors, il me rappelle, mais toi, mon gros teubé, eh ben, sache que c'est 0,37 grec. Et je fais, waouh, putain, qu'est-ce que c'est fat un grec. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on passe d'un nombre de kilomètres à des calories à quelque chose qui est très concret pour moi. Et qu'en général, quand on rend quelque chose un peu abstrait concret, ça motive. Et c'est une bonne manière de motiver une action. Donc, est-ce que nous, on pourrait avoir ce genre d'image dans le numérique? Il y a une étude qui a 9 ans maintenant de l'ADEME, une agence qui connaît plutôt bien le sujet, et qui disait que l'envoi d'un email avec une pièce jointe de 1 mégaoctet émet autant de gaz à effet de serre qu'une ampoule qui reste allumée pendant 1 heure. Alors, déjà, l'ampoule qui reste allumée pendant 1 heure, c'est moins parlant que le grec, mais bon, tant pis pour l'ampoule, j'ai envie de dire, mais quand même, ça a une certaine valeur. Et est-ce qu'on peut faire une très rapide correspondance en se disant que chaque mégaoctet non téléchargé, c'est la consommation d'une ampoule en moins pendant 1 heure? Mais il s'avère que, en fait, c'est une étude très précise, un peu datée, et qui ne s'applique pas du tout à notre cas du mobile, parce que déjà, elle a 11 ans, elle s'applique à un contexte Wi-Fi français, d'un point de vue réseau. Elle a comme hypothèse que le mail est stocké pendant 1 an. Elle fait l'hypothèse qu'il y a un matériel pour l'émetteur, pour le dessinateur, pour les data centers, composé d'un parc moyen, avec des PC à écran, des PC portables, pareil, un parc moyen pour les data centers. Et en plus, ça inclut la durée de vie du matériel. Donc 4 ans pour l'unité centrale, clavier, souris, PC portable, 6 ans pour les écrans. Donc cette étude est très très bien pour ce qu'elle est, mais ça ne s'applique pas du tout à notre cas d'app mobile. Donc est-ce que finalement on peut avoir une mesure qui s'applique, une image qui s'applique à nous, et pourquoi c'est difficile d'avoir cette image? Quand on passe d'un kilomètre marché à un nombre de calories comme le fait Citymapper, finalement on prend une moyenne des Français, peut-être 50% d'hommes, 50% de femmes, la moyenne de leur âge, et on peut se dire globalement, on peut avoir une valeur de nombre de calories plutôt cohérente. Ensuite, pour passer à un grec, ben, ça dépend dans quel quartier vous habitez, ça dépend si vous mettez de la sauce Biggie Burger ou de la harissa. Forcément, ça va changer d'un pouillème le nombre de grecs, mais globalement, ça passe. Dans le numérique, c'est différent. Un méga téléchargé, déjà, il faut passer à des kilowattheures. Mais déjà, ça, pour passer à des kilowattheures, c'est chaud. Parce que le Wi-Fi, ça consomme bien moins que bien moins que la 3G, la 4G, la 5G. Même si vous êtes en 3G, 4G, 5G, ben, si vous êtes en mobilité, que vous changez de réseau, que vous passez de la 5G vers la 3G, il y a une perte de sockets, il y a de la renégociation TLS, donc ça coûte beaucoup d'énergie. L'infrastructure de vos back-ends, ben, à chaque fois, elle est fluctuante. Comment égoler votre app, c'est un autre point. Et enfin, le soft même de votre back-end aussi, c'est un point. Donc rien que cette première étape est tendue. La deuxième étape, c'est passer d'un nombre de kilowattheures à des grammes de CO2. Et là encore, ça va dépendre de quel type d'énergie vous utilisez. En France, on est sur du nucléaire, donc le nucléaire, c'est quand même pas la panacée, mais en tout cas, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est peu coûteux. Mais il y a d'autres infras qui sont hébergés ailleurs, avec d'autres types d'énergie. Et encore une fois, ce calcul-là n'est pas facile. Alors de là à passer à des nombres de pingouins qui ont les bras levés et le bec sur le côté comme un vieux hiéroglyphe bleu sauvé, ben là, c'est quand même une autre étape. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que il y a des modèles. Le plus connu, c'est le modèle OneByte de The Shift Project. Ils sont vraiment pas évidents à manipuler. Mais si c'est ça qui vous motive, allez-y, essayez-les. Encore une fois, j'ai essayé, je me suis un peu cassé les dents, mais si vous y arrivez, vous pouvez le faire, il y a la doc, c'est possible. Mais gardez en tête que ça reste que des modèles et qu'on est dans un environnement très complexe, on est un peu moins dans un environnement de kebab, mais plus de pingouins. Et dans ce cas-là, voilà, ça a sa valeur, mais peut-être plus pour les médias et un peu moins pour nous. Mais nous, finalement, est-ce que le simple fait de savoir qu'on consomme v'là les mégas, c'est pas suffisant à nous motiver? Et c'est pour ça que je vais vous dire que
Mesurer, c'est indispensable. On ne peut pas aller à l'aveugle, il faut absolument mesurer. Par contre, appliquer un modèle carbone, c'est une autre étape, complémentaire, mais pas du tout associée forcément. Donc, mesurez en absolu combien de volume de données vous consommez, par exemple, pour chacune de vos mises à jour. Mesurez en relatif pour voir si vous avez une bonne courbe et si vous allez dans le droit chemin ou pas. Voire, pourquoi pas, mesurer un parcours type. Vous avez des analytics, vous avez des outils dans l'IDE qui vous permettent de monitorer la consommation réseau, la consommation CPU de votre app. Et ben, à partir de ça, vous pouvez peut-être essayer de voir combien coûte votre parcours type. Je vous donne un exemple très concret. Il me reste 2 minutes de talk. Imaginons l'exemple du poids des mises à jour. En France, sur France Télévisions, en 2019, on a une app qui est passée de 7,4 à 9,3 mégas. On a eu 19 mises à jour et on a 1 150 000 installations actives. Et ben, une bête multiplication qui prend 10 minutes me montre qu'en un an, on a fait passer 177 téraoctets de données sur le réseau. 177 téraoctets de données sur le réseau. Est-ce qu'il y a besoin de savoir l'empreinte carbone pour savoir que c'est énorme? Et ce que je veux vous dire, c'est que chaque mise à jour évitée, c'est 9,6 téraoctets de données en moins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 19 mises à jour? Est-ce que le cycle agile qui dit une mise à jour tous les 2 semaines, ben dans ce contexte-là, on en a vraiment besoin? On ne peut pas dire, on va peut-être attendre un petit peu parce que quand même 10 téra, ça fait un peu mal au couille. Ben, on peut se reposer la question. C'est toujours un arbitrage, mais on peut se poser la question. App Bundle, où il y a cette fameuse pop-up depuis un an qui nous dit, tu sais, sur le Play Store, qui nous dit, tu sais, avec App Bundle, tu réduirais ton APK de 5%. Ouais, 5%, je m'en fiche complètement. Oui, mais 5% rapporté à 177 Tera, ça fait 9 Tera sur l'année. Donc là, des petites soi-disant optimes comme ça, quand on mesure ce que ça fait, ça a de la valeur. Et quoi qu'il arrive, encore une fois, même sans modèle carbone, mesurer, ça va vous motiver à prendre des initiatives. Donc c'est un exemple, vous allez sûrement trouver les vôtres, mais mesurer. C'est vraiment une autre chose que je veux que vous reteniez. Malheureusement, dans le temps imparti pour ce talk de 20 minutes, je ne peux pas vous donner toutes les pistes pour faire évoluer les apps, mais il y en a plein. Déjà, il y a des vieilles de vidéos Android de Performance Patterns qui ont 5 ans de Cole McCandless, qui, voilà, un peu vieilles, bien sûr, surtout dans le monde mobile qui évolue souvent, mais qui sont, si on les regarde sous l'angle de l'impact environnemental, toujours intéressantes à regarder. Réduire la taille des APK, il y a eu un talk hier d'Antoine Danois, il y a plein de manières de faire pour réduire la taille de ces APK. Les images, c'est une source énorme de volume sur le réseau. Moins d'appels réseau, challenger les protocoles et pourquoi pas envisager d'avoir un back-end for front-end. Mais bien sûr, là, on dit pour des économies, on va mettre un serveur, sachant qu'un serveur, c'est un matériel qui a son propre coût. Donc, pourquoi pas faire une analyse de cycle de vie pour savoir si ça a vraiment un impact réel. Mais en général, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, on considère qu'il y a forcément à gagner de réduire le volume global des utilisateurs. Donc, un très rapide sum-up. Je suis désolé, je déborde, mais je fais vite. 2 derniers slides. Très rapide sum-up. L'impact du numérique est réel, c'est sûr. Certaines initiatives ont de la valeur individuelle, pardon. Le numérique, c'est surtout le matériel qui est impactant dans une moindre mesure le réseau. Et nous, on se retrouve là, développeuses et développeurs mobiles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien, la première chose qu'on peut essayer de faire, permettre un usage plus long des devices. Et, dans une moindre mesure, essayer de réduire le volume des données. Et le message principal de ces 20 minutes, si vous retenez que celui-là, s'il vous plaît, ça serait vraiment cool que ce soit ça, ne pas ignorer l'impact d'une montée de version du MinSDK de vos apps. Faites les calculs, ça prend 10 minutes, et voyez à chaque montée de version, pas juste avec vos téléphones, vos installations sur Google Play, mais dans l'absolu en France, combien vous mettez de devices sur le carreau. Et ça parle, et ça va vous aider à ne pas vous laisser tomber, tenter par certains choix qui ont vraiment un impact. L'autre chose que je veux que vous reteniez, si c'est possible d'en retenir deux, mesurer, trouver votre mesure, ça se fait. Et après, avec ces mesures-là, ben, pourquoi pas, faites évoluer vos apps, voir votre process. Je vous ai parlé peut-être d'avoir moins de mises à jour, mais trouvez le changement qui correspond à ce que vous aurez mesuré. Et avec un peu plus de recul, si au-delà d'être développeur, vous êtes des décideurs, sachez que l'optimisation globale de votre service, elle aura encore plus de levier que juste l'optimisation de l'app. Et enfin, si vous commencez à vous intéresser à ces initiatives, ben, essayons de porter un peu le message de la sobriété numérique et en tant que dev mobile, de ne pas forcément être l'apôtre toujours des derniers devices à tout prix. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est une chose. Je veux juste remercier les gens à Octo qui m'ont aidé à faire ce talk, notamment Voitech, Green Spector, qui est une boîte qui fournit justement des mesures de l'impact environnemental de nos apps, et Olivier qui m'a accordé son temps, Rémi qui était mon buddy. Et voilà mon nom, mon Twitter et mon mail. Si vous faitt des mesures et que vous en tirez quelque chose, je serais très très heureux que vous me partagez pour savoir quelles sont les motivations que vous avez eues. Et bien sûr, je remercie le Lotharingien, sans qui je ne serais pas là à vous porter ce message. Merci à tous. Alors, je vais passer sur le... Je suis désolé, j'ai débordé.
On m'a dit que j'ai 5 minutes encore. Alors, je prends le Slido. La première question, encourager le support des vieilles versions d'API, c'est pas encourager les constructeurs à moins se soucier des anciens modèles pour en produire de nouveaux. Attendez. Encourager le support des vieilles versions d'API, c'est pas encourager les constructeurs à moins se soucier des anciens modèles pour. Je suis désolé, alors je suis peut-être un peu teubé, mais je comprends pas. Le support des vieilles versions, c'est encourager le constructeur à moins se soucier des anciens modèles pour en produire. Ben, je crois pas. Honnêtement, je comprends pas trop ta question, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai franchement un blocage de français. Est-ce que la suite du symbole en bas de symboles en bas des slides, a une signification? La suite des symboles. Oui, c'est juste notre. Non, c'est le branding de nos. C'est le template des trucs Octo. Peut-être qu'il y a un message Illuminati, mais je ne suis que Illuminati dans. Pas en civil en général, j'essaie d'éviter. Les mises à jour sont différentielles, non? Alors, c'est incroyable, je comprends aucune de vos questions, je dois être un peu teubé. Qu'est-ce que tu veux dire par différentiel? Est-ce que tu pourrais repréciser? Parce que... Ah, je comprends pas trop la question. Bah, je suis désolé, je vais passer à autre chose parce que je comprends pas du tout la question. Est-ce que certaines choses que nous faisons aujourd'hui en numérique ne sont-elles pas moins impactantes que les solutions non numériques? Alors, clairement, le sujet, c'est oui, c'est pas dans l'absolu, il y a une part de l'impact environnemental du numérique, mais il y a un process global. Mais là, mon message, c'était juste de se dire, à notre niveau de développeur mobile, est-ce qu'on peut avoir des actions? Et je pense que oui. Après, en tant qu'être humain, et à côté de ça, tu vois, manger moins de viande, ou faire, si tu participes à des grands groupes, ou pourquoi pas essayer d'orienter un business vers quelque chose de plus éthique, clairement. Mais mon point, c'était juste un peu de sensibilisation parce que honnêtement, moi, en 8 ans de dev Android, j'ai jamais fait trop attention à ça. Et d'avoir un retour positif, ça m'a vraiment permis de faire attention à certaines choses. Et je pense qu'il faut clairement attaquer le sujet sur tous les fronts. Alors, les mises à jour sont différentielles. Ben, je suis toujours aussi teubé, je comprends pas trop. Pourquoi de grosses entreprises qui se disent soucieuses de l'environnement vendent encore tous les ans de nouvelles gammes de smartphones? Ben, ça, c'est quand même le sujet de. Je pense que c'est aussi notre société qui est comme ça. On peut pas. Enfin, on va peut-être que cette crise actuelle va nous permettre de challenger un peu le modèle consumériste dans lequel on est. Mais si un iPhone tous les ans, c'est que ça ramène de l'argent, c'est que ça ramène de l'argent aux actionnaires. C'est pas trop le sujet. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que il y a la logique d'Apple d'un côté. Peut-être que d'une certaine manière, on y participe en rendant un peu obsolètes les téléphones via certaines séductions qu'on peut avoir pour suivre ou d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que nous, en tant que développeurs, on n'est pas obligé d'en rajouter et d'accélérer ce process. Mais ça, c'est limite un sujet d'économiste ou de sociologue. C'est pas moi, malheureusement, qui va pouvoir te répondre plus que ça. Pour en savoir plus, si trèfle, ben, moi, honnêtement, Green IT, ça a été une mine d'or pour ça. L'ADEME, c'est un peu plus compliqué, mais Green IT, déjà, il y a énormément de liens. Et je pense que c'est un très très bon moyen de commencer, notamment sur tous les sujets de la sobriété numérique. Et il reste 1 minute, donc je me sens enfermé dans un écosystème avec un fort impact, mais nécessaire pour mon métier. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, honnêtement, moi, je suis développeur dans une boîte qui appartient à Accenture. On a des clients des fois qui consomment, leur Total, tout ça. Je veux pas dire que pour l'instant, j'essaye de faire du mieux à mon niveau. Peut-être qu'un jour, si on me demande de travailler pour quelqu'un où je vois vraiment que j'ai un mauvais impact, ça sera un changement dans ma vie et je dirais, ben, ok, j'arrête, je veux pas faire ça. Peut-être que je trouverai autre chose et trouver une manière de trouver mon compte. Vois toi ton équilibre, à quel point tu es bien avec toi-même et écoute ton cœur, hein, c'est tout ce que je peux te dire. Faut plus faire d'animation? Ben non, encore une fois, les animations. euh, alors, j'ai pris celui sur l'animation très rapidement. Les animations, encore une fois, c'est à quel point ça va avoir un impact sur le CPU. C'est une chose, mais encore une fois, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a d'autres choses à faire en priorité. Et si tu veux monitorer le coût de tes animations, et ben, il faudra voir. Mais clairement, si on fait des apps mobiles, il faut quand même se faire plaisir. C'est pas le message, c'est pas on va faire des applications sans gluten, il n'y aura rien, on prend aucun kiff, c'est pas ça. Mais juste, est-ce qu'on peut faire un peu attention? Et c'est quoi, selon toi, le curseur de la sécurité par rapport à l'énergie doit se situer où? Mais c'est à toi de savoir finalement. Est-ce que si tu penses que ton app ne peut pas tourner d'un point de vue sécurité, on sait que par exemple, avant 21, les WebView, elles sont pour certaines assez pas mal de failles de sécurité et que ton app se base entièrement sur les WebView, mais finalement, tu n'as pas trop le choix. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc,
encore une fois, notre taf d'ingénieur, de développeur, c'est un taf d'arbitrage, mais j'aimerais bien juste que cette dimension de l'impact environnemental rentre un peu dans cet arbitrage. Donc, je vais arrêter le partage. Je suis désolé, je pense que j'ai plus trop le temps. Je vais revenir ici. Ben, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce talk et bisous guys, ciao guys and girls.